pour un peu situer l'esprit dans lequel nous avons créé et animons cette fête nature et jardin, c'est vraiment dans un désir de protection d'abord, et puis d'apprendre à vivre réellement avec la nature, au lieu de continuer à vivre contre elle. Voilà. Alors, dans cet esprit-là, je crois que nos deux invités sont parfaitement à la hauteur. Alors, je vous laisse en leur compagnie. Bonne écoute et ouvrez grand vos oreilles, prenez des notes, parce qu'ils adorent les questions. Hein. Est-ce que... Ok, donc voilà, donc déjà on va se présenter. Moi je m'appelle Delphine. Moi c'est Daniel. Et voilà, on mène le projet La Forêt Jardinée. On est localisé à Saint-Étienne-d'Albagnan, dans la vallée du Jord. Donc on est toujours en climat méditerranéen. Et notre parcours, moi j'ai été luthier, j'ai fait plusieurs reconversions professionnelles. En fait, en 2015, Daniel et moi, on s'est aperçu que notre mode de vie ne convenait pas du tout à ce qu'on voulait voir dans le monde. On a été très touchés par la phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et on a aussi étudié un certain nombre de domaines comme l'agroécologie, l'agroforesterie, les forêts-jardins, la permaculture, la communication consciente et bienveillante, aussi appelée CNV, la biologie et la nutrition. Et en fait, en réunissant tous ces domaines, ça nous a permis de vraiment changer de voie et de créer une nouvelle façon de vivre qui correspondait beaucoup plus à ce qu'on voulait voir dans le monde. Voilà. Donc moi, mon parcours, je suis né aux États-Unis, je suis franco-américain, je vis en France depuis 2010 et donc j'ai travaillé dans l'informatique pendant 13 ans, j'étais ingénieur dans l'informatique, ingénieur réseau et donc clairement j'ai commencé à voir que mon mode de vie n'allait pas me permettre de vivre vraiment en harmonie avec mes valeurs. Donc en 2015, c'était, je ne sais pas si on peut dire un éveil, mais on a eu des déclics et une prise de conscience qui sont la fondation de notre changement de voie et mode de vie. Voilà, donc on était tous les deux dans des postes salariés à Paris et donc bloqués à cause des bureaux et clients et donc on voulait nous installer ailleurs, à la campagne et avoir beaucoup plus de terrain pour lancer notre projet. Donc on a fait une transition en douceur, en sécurité disons. C'est-à-dire qu'on a gardé nos postes salariés à mi-temps pendant 1 an et pendant ce moment-là, on s'est formé en autodidacte pour être développeur web, donc un métier qui se fait à distance, donc qui pourrait nous libérer de nos attaches à Paris. Donc on a lancé notre entreprise, on a commencé à faire des sites web et après 1 an, on avait assez de demandes et de clients qu'on a arrêté nos postes salariés. Et donc, on a fait le développement web pendant notre voyage. On a quitté Paris, on a acheté une caravane et on a voyagé dans les régions qui nous intéressaient pour nous installer. On voulait être dans le sud pour avoir des hivers un peu plus cléments, pour pouvoir cultiver un maximum de végétaux, parce que certains auraient du mal dans le nord de la France. On avait plein de critères. Mais en tout cas, on a trouvé dans la vallée du Jord que tous nos critères étaient remplis, et y compris la voie verte qui est vraiment précieuse pour nous. C'était parmi un de nos critères. Donc on a fini par trouver notre bien. C'était pas facile, mais on a trouvé une ancienne ferme abandonnée. Donc la ferme a 20 hectares, 17 hectares de forêt, 3,5 hectares de prés, une maison et d'autres bâtiments, une grange, bergerie, ancienne caravane, plein de choses. Pas en très bon état, le bien a été abandonné pendant des années avant notre achat, donc on est dans une restauration de la maison
et le terrain. Le terrain était une vigne et les produits très toxiques étaient utilisés dans cette vigne. On a trouvé les bidons avec les têtes de mort partout. Donc on restaure le sol et la maison. Et pas tous les bâtiments, parce que c'est pas notre projet de retaper des tonnes de bâtiments. Bon, voilà. Donc voilà, sinon notre projet a quatre piliers principaux. Donc c'est l'agriculture régénératrice. Donc là on se base sur les forêts-jardins, sur la permaculture, sur l'agroforesterie, la syntropie aussi, l'agriculture syntropique. Ensuite il y a la biologie, il y a la nutrition et la communication consciente et bienveillante, la psychologie plus exactement. Voilà. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que l'ensemble de ces quatre piliers permet de, quand on réunit toutes les meilleures connaissances scientifiques qu'on a pour ces quatre piliers, ça permet en fait de créer un nouveau paradigme qui nous permettrait de vivre complètement en équilibre avec le reste du vivant. Donc, à partir de 2015, on s'est formé en autodidacte auprès de pionniers, chercheurs, scientifiques dans ces domaines pour réunir les meilleures des connaissances. Donc, l'apprentissage n'a pas arrêté depuis, mais voilà, ça fait à peu près 8 ans qu'on étudie en autodidacte ces domaines et on applique chez nous et dans nos vies tout ce qu'on a appris. Donc notre objectif, c'est à la fois de proposer, de faire un exemple concret d'agriculture régénératrice basée sur les forêts-jardins. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez nous. Après ça, de le faire visiter. Donc il y a tout un aspect transmission. À l'avenir, on va aussi faire des stages, des formations, etc. Et le troisième aspect, c'est fournir les végétaux à des personnes qui souhaitent faire des projets similaires, d'où la pépinière d'arbres fruitiers. Voilà. Donc oui, donc on a une pépinière d'arbres fruitiers, comme vous avez vu probablement en passant à côté de notre stand. Voilà, donc on greffe les arbres, etc. Et on a une gamme d'un certain nombre de fruitiers communs, pas mal de variétés, 55 variétés au total. Mais bon, c'est pas le sujet de la conférence. Ouais, voilà. Bon. Prochaine diapo. Donc, oui, on peut d'abord définir c'est quoi une forêt-jardin. Donc il y a plusieurs noms, jardin-forêt, forêt-jardin, forêt nourricière, forêt comestible. Donc en gros c'est un mélange de biotopes. Il y a des zones avec une canopée éclaircie. Il y a des zones où la canopée est fermée. Il y a des zones aquatiques. Il y a des clairières. Il y a des lisières. Et chaque biotope héberge différentes espèces. Donc l'ensemble de ces biotopes fait une concentration de biodiversité sur le lieu. Et chaque biotope peut être cultivé avec des espèces nourricières. Donc on cultive en multistrates dans la forêt, c'est-à-dire il y a 7 strates dans une forêt naturelle, donc pas touchée par l'homme. Donc je commence en bas. Il y a la strate de tubercules, puis il y a les couvre-sols, puis il y a les herbacées, puis les buissons, puis les arbustes, puis les arbres et les plantes grimpantes. Et on peut cultiver les 7 strates avec des espèces nourricières. Ça fait une forêt de nourriture, une forêt comestible. Voilà. Et donc, quelles sont les productions qu'on peut trouver dans une forêt-jardin? Donc, en fait, la réponse, en gros, c'est tout. C'est juste qu'en fait, on va changer la structure comparée à notre agriculture actuelle, où on va cultiver en monostrate dans l'agriculture actuelle. On va faire, par exemple, un endroit, on va faire un verger, puis un autre endroit, on va faire du maraîchage, pour prendre ces 2 exemples. Bah là, en fait, dans la forêt-jardin, on va tout mélanger. Toutes les strates ne vont pas être sur chaque mètre carré, mais dans l'ensemble, tout va être mélangé. Donc, par exemple, on pourrait avoir en tubercule des pommes de terre ou des patates douces ou des topinambours, et puis en couvre-sol des fraisiers, et puis en buisson, ça peut être des petits fruits, des framboisiers, cassissiers, groseilliers, etc. Puis après ça, en arbuste, on pourrait avoir un pêcher, et puis en arbre, un noyer,
Et puis en plantes grimpantes, ça peut être de la vigne ou des kiwis. Donc voilà, c'est juste un exemple. Bien sûr, il y a plein de végétaux. Il y a aussi une très grande diversité, un panel végétal très important. C'est-à-dire qu'on a l'habitude dans le commerce d'avoir accès qu'à un panel réduit en fait, de végétaux. Et en fait, ce qu'on découvre quand on commence à s'intéresser aux forêts-jardins, c'est qu'en fait, il y a plein de fruitiers, plein de plantes nourricières qu'on n'a absolument pas l'habitude de manger et qui en fait diversifient énormément notre alimentation quand on les intègre dans une forêt-jardin. Et ça permet d'avoir des récoltes sur l'année. C'est aussi ça l'objectif, d'avoir des récoltes fraîches à l'année. Et donc en fait d'être entièrement satisfait par la diversité qu'on a au quotidien. On peut cultiver bien sûr des fruits, des légumes, des céréales dans des clairières. On peut y intégrer de petits élevages. On peut bien sûr récolter de la sève, du miel, même du bois d'œuf, du bois de chauffage. Enfin, voilà, tous les horizons sont ouverts en fait. Voilà, sinon la productivité. Oui, voilà, au niveau productivité, on nous pose la question des fois, est-ce qu'on peut nourrir la France avec des forêts-jardins? La réponse est clairement oui. En fait, quand nous regardons maintenant avec nos yeux, on regarde les cultures, les vergers, on se demande, waouh, on remarque que c'est un peu vide. Il y a moins de productivité, il y a une autre productivité par pied, par sujet, mais l'ensemble de la surface pourrait avoir encore plus de productivité. Donc, il y a un exemple en Écosse, Graham Bell, qui est un pionnier de la permaculture chez lui. Donc, il n'a pas un hectare cultivé. Mais quand on reporte sa productivité à l'hectare, il produit entre 13 et 16 tonnes de nourriture à l'hectare. Donc, on va voir plus en détail sur une autre diapo. Mais en fait, cette productivité est élevée et diversifiée. Et c'est en harmonie avec le vivant. Et donc, quand on veut construire une forêt-jardin, c'est important d'y intégrer aussi des espèces partenaires. Donc, ce qu'on appelle espèces partenaires, en fait, c'est des végétaux qui ne sont pas forcément nourriciers, mais qui vont apporter de la fertilité. Par exemple, certains sont fixateurs d'azote grâce à une alliance avec des bactéries sur leurs racines ou leurs feuilles. Et donc, du coup, ils vont apporter de l'azote dans le système. C'est aussi quelque chose qu'on veut quand on crée une forêt-jardin, c'est en fait de faire un lieu qui soit autonome en fertilité sur le long terme. Dans un premier temps, il se peut qu'on apporte de la fertilité extérieure parce que le sol a été très dégradé et qu'il y a besoin d'un boost initial. Mais ensuite, on vise une autonomie en fertilité. Voilà, et aussi pour créer de la 3D rapidement. Parce que quand on veut, par exemple, je sais pas quoi, avoir un cerisier et puis un pêcher et qu'on calcule l'espacement entre troncs pour les canopées finales, mais les canopées finales, c'est dans 10 ans hein, ou plus pour certains arbres. Et donc, en fait, on ne va pas avoir une forêt pendant des années si on ne plante rien entre deux. Donc l'idée avec les espèces partenaires, c'est en fait de planter beaucoup plus dense. Dans un premier temps, on peut monter jusqu'à 95% d'espèces partenaires et 5% de fruitiers, alors que tous les fruitiers sont là, sont les fruitiers finaux. C'est juste qu'on met plein d'espèces partenaires entre eux et du coup on crée rapidement de la 3D, rapidement une atmosphère forestière. Ça permet aussi à la vie du sol d'évoluer, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes bactéries, etc., suivant qu'on soit dans une prairie ou dans une zone forestière. Donc voilà, il y a des façons très faciles de faire, de récupérer des arbres dans la nature, il n'y a pas forcément besoin de les acheter, donc ça peut permettre de planter très dense sans rajouter du coût par rapport à l'achat de fruitiers par exemple. Voilà. Donc un autre principe des forêts-jardins, c'est de cultiver dans l'espace et dans le temps, donc avec une succession dans l'espace et dans le temps. Dans notre agriculture actuelle, et je comprends bien, il n'y a pas de critique, mais on a simplifié la culture tellement qu'on cultive en monostrate souvent et monoculture, et on va même à des champs de clones de blé par exemple. Donc on simplifie les choses jusqu'à un point où ça ne ressemble pas à la nature. La nature tend vers la complexité, vers la diversité. Et donc, dans une forêt-jardin, on cultive en 3D, pas en 2D. En champ, c'est en 2D. Mais quand on cultive les substrates de la forêt, c'est en 3D.
Donc, on prévoit des successions dans l'espace et dans le temps. Par exemple, il y a certaines espèces qui poussent plus lentement que d'autres, qui vivent beaucoup plus lent que d'autres espèces. Par exemple, un pêcher. Il produit vite, il pousse fort, mais il n'a pas une longue espérance de vie. Mais par exemple, un figuier ou un néflier du Japon, ou les pommiers ou les plaques miniers par exemple, ils ont une espérance de vie beaucoup plus longue, et donc ce qu'on peut faire, c'est planter en même temps un pêcher et, disons, un figuier juste à côté. Et le pêcher va pousser, produire, le figuier pousse plus lentement, commence doucement à produire, et puis quand il y a une compétition dans cet espace, c'est le pêcher qui cède la place au figuier qui prend toute la place. Donc ça, c'est la succession dans l'espace et dans le temps. Et on fait ça c'est un exemple un peu simplifié, mais on peut faire ça avec tous les strates. Et je voulais ajouter un tout petit truc concernant le mélange de biotopes. Quand on parle de forêt-jardin, le gros risque, c'est de penser forêt à canopée fermée. Et c'est pas ça qu'on propose. Forêt-jardin, c'est, bien sûr, il y a des zones où la canopée peut être fermée, mais souvent, on va avoir beaucoup de lisières, des clairières. Donc c'est vraiment un mélange de biotopes. Voilà. J'apprécie que tu insistes sur ce point. Et les fruitiers apprécient, avec le climat actuel, apprécient un peu de mi-ombre bien filtrée. Je ne parle pas de beaucoup, je ne parle pas de canopée fermée, mais ça les soulage parce que sinon ils galèrent. Quand ils sont jeunes. Oui, spécialement quand ils sont jeunes, c'est des espèces de la forêt secondaire, ce qui veut dire que ces espèces naturellement commencent leur vie à la mi-ombre d'une forêt pionnière ou de leurs parents. Ouais, on va parler de la succession écologique juste après, je pense. Ouais, voilà. Ok. Donc, en cultivant sous forme de forêt-jardin, l'objectif c'est de réconcilier agriculture et écologie. Parce qu'en fait, notre agriculture, elle a été développée dans le croissant fertile, dans une zone où la végétation climatique, c'est la steppe, c'est la prairie. Et donc du coup, les gens qui étaient là-bas, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec des herbacées, des plantes annuelles, de l'élevage, etc. Et le jour où ils ont migré vers l'Europe, où ils se sont retrouvés face à la forêt primaire européenne, qui était une forêt absolument magnifique, en gros dans le genre de la forêt amazonienne, mais avec la végétation qu'on peut trouver ici, aussi avec une diversité animale incroyable. Enfin, je ne soupçonnais pas ça quand je me suis renseignée sur ce sujet. Donc bref, quand ils se sont retrouvés face à cette forêt, ils ne savaient pas comment cultiver les plantes qu'ils avaient. Ils avaient des plantes qui avaient besoin de beaucoup de soleil, des herbacées, et donc du coup, ils étaient là, comment on fait? Et donc la solution, c'était de couper, brûler la forêt pour faire des ouvertures, pour cultiver les végétaux qu'ils connaissaient. Et donc du coup, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre agriculture, c'est toujours l'héritage de ça. On coupe la forêt pour faire des prairies, des champs, etc. Et donc quand on le fait sur une toute petite surface, très en équilibre, que ce sont juste des clairières et des lisières, bon, ça peut être tout à fait en équilibre et c'est un biotope très important, mais quand on le fait sur de très très grandes surfaces, en fait ça détruit une bonne partie de la biodiversité et ça dégrade l'environnement. Donc du coup, en fait, ce qui est absolument magique, ou que j'adore en tout cas avec les forêts-jardins, c'est qu'en fait, on peut cultiver notre alimentation d'une façon qui est bénéfique au reste du vivant. Donc on peut complètement réconcilier les deux. Et en plus, comme disait Daniel tout à l'heure, c'est très productif comme façon de cultiver. Donc les choses sont très très denses. Et donc en fait, on peut réduire la surface nécessaire pour cultiver notre alimentation. Donc on pourrait même imaginer d'avoir des forêts nourricières aux alentours des communes et plus loin, entre les communes, quand il y a assez d'espace restant, en fait, de rejoindre le projet de Francis Allais de faire une forêt primaire. Donc en fait, on pourrait avoir des forêts primaires entre les forêts nourricières. Voilà. Donc, ça rejoint ce que nous proposons comme rôle écosystémique bénéfique de notre espace. Donc, on a regardé nos ancêtres et on a regardé qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis on a, je veux dire, toujours l'Homo sapiens. Et puis on s'est dit, c'est nous. Nous sommes ça. Mais on ne s'est jamais posé la question, en fait, comment est-ce que notre espèce serait le plus bénéfique au reste du vivant?
Cette fois, on regarde les hominidés. Nous sommes dans la famille des hominidés. Les hominidés sont les bonobos, chimpanzés, gorilles et orang-outans. Nous partageons 98,7% de notre ADN avec les chimpanzés et bonobos. Nous sommes un hominidé. Comment est-ce que ça se fait qu'ils sont bénéfiques à leur écosystème et nous, c'est pas ça. C'est parce qu'on a quitté notre rôle écosystémique bénéfique il y a longtemps. Il y a tellement longtemps qu'en fait, on ne sait plus qui on est. Donc, quand on regarde les registres fossiles et on regarde les chutes de la biodiversité animale sur chaque continent, on voit le moment de l'arrivée de l'Homo sapiens sur le continent et puis on voit une chute massive de la population des grands mammifères sur le continent. Ce n'est pas bénéfique à tout le vivant de faire comme ça. Donc, nous proposons que notre rôle écosystémique bénéfique, le plus bénéfique possible, c'est d'être comme nos cousins les hominidés. Ils sont des cueilleurs-semeurs. Ils cueillent la très grande majorité de leur alimentation et ils sèment massivement les graines des plantes qui les nourrissent. Ils lancent les noyaux et les graines partout et ça fait une végétation nourricière, une forêt qui les nourrit. C'est un cycle. Et donc, on propose que notre espèce ait exactement le même rôle, cueillir de la grande majorité de notre alimentation, semeur à une échelle massive des graines des plantes qui nous nourrissent. En plus, on ajoute protecteur. Nous comprenons maintenant que nous pouvons protéger tout le vivant, avoir l'intention de prendre soin du vivant, agir dans l'intérêt du vivant. Je ne parle pas de chaque individu, mais je parle dans une vision écocentrée, où l'écosystème est au centre des décisions et de la vision et du comportement. On agit dans l'intérêt de l'ensemble, et vu comme nous sommes dépendants, notre survie est dépendante d'un écosystème en bon état, quand on prend soin de tout, on prend soin de nous aussi. Donc après, on va voir dans les slides suivantes. Donc les différentes choses, c'est ça? Les différentes choses, c'est ça? Voilà. Oui, okay. Donc quel est l'impact positif de cultiver sous forme de forêt-jardin? Donc le captage de CO2, le stockage de carbone, la sécurité alimentaire, la diversité alimentaire sur l'année, la haute productivité, la restauration des sols, l'augmentation de la biodiversité, la résilience face au changement climatique, le stockage d'eau dans le sol, la prévention de l'érosion et la restauration des cycles hydrologiques. Donc, on aimerait bien vous présenter comment la succession écologique, c'est le moteur de l'abondance, le thème d'aujourd'hui, l'abondance. Donc, en bas, super, c'est lisible. Donc, on peut d'abord définir la succession écologique, c'est un terme peut-être nouveau pour certains. Donc, c'est comment le vivant, la nature, et je nous inclus dans la nature, on n'est pas séparés de la nature, comment la nature fait pour transformer une roche à nu en forêt climatique. Donc, on passe d'abord par les lichens et les mousses, qui vivent et commencent à faire une petite fine couche de terre qui permet aux plantes pionnières couvre-sol de s'installer, mais ces plantes sont au ras du sol et donc il y a une décomposition, l'épaisseur du sol commence à devenir de plus en plus profonde et puis ça permet l'installation de plantes herbacées annuelles. Puis on commence à avoir aussi des vivaces ligneuses et la hauteur des plantes commence à augmenter, on arrive à des landes arbustives, on les appelle des friches des fois, mais c'est un peu pas très valorisant, souvent quand on entend ce terme, et puis la succession continue avec des arbres pionniers qui créent une forêt pionnière, et ensuite ça transition vers une forêt secondaire, et ceux qui dessinent la succession écologique, souvent ça s'arrête là, à la forêt secondaire. Mais en fait, il y a encore plus. À droite, c'est juste, on ne connaît plus, ça n'existe plus, on a détruit presque tout.
Donc à droite, en fait, c'est des forêts climatiques. Donc en climat tempéré, quand il n'y a pas l'homme qui détruit ou qui aide à accélérer la succession, il faut environ 1000 ans pour créer la forêt climatique. En climat tropical, c'est plutôt 700 ans. Nous proposons que dans notre rôle écosystémique bénéfique, on peut accélérer cette succession écologique pour atteindre ces niveaux de productivité, fertilité, stabilité, résilience plus rapidement. Donc voilà, donc à la fin, ce qu'on propose, c'est un grand mélange de biotopes, forêt à canopée éclaircie, forêt à canopée plus ou moins fermée, clairière zone aquatique, marécageuse. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on a l'ensemble de ces biotopes, ça fait un maximum de biodiversité et résilience dans le lieu. Donc oui, là on voit dans la courbe comment plus la végétation est diversifiée et multistrate, plus il y a de niches écologiques pour la biodiversité. Donc c'est aussi bien biodiversité de tous les petits animaux, etc., mais aussi toute la chaîne alimentaire qui du coup trouve sa place. Aussi bien sûr biodiversité végétale, parce que en fait quand on avance dans la succession écologique, on a de plus en plus de biotopes, donc de plus en plus de niches écologiques pour les végétaux pour se déployer. Ouais, voilà. Donc dans les forêts climatiques, il y a un exemple, la forêt de Białowieża en Pologne, peut-être vous connaissez ou pas. C'est un peu le dernier morceau de la forêt primaire européenne qui était là avant que notre espèce ait rasé la forêt. Donc on trouve entre 50 et 200 mètres cubes de bois mort par hectare. Et donc ça fait une niche écologique importante. Et aussi ça stocke pas mal d'eau et régule l'hygrométrie. Et il fait un apport de fertilité conséquent. Ouais. Donc, j'allais toucher sur cette niche écologique qui est le bois mort. On a un peu hérité, on nous a appris que ça fait pas propre. Et donc on enlève le bois mort, mais en fait on enlève une niche écologique et on dégrade la biodiversité. Donc il y a une nouvelle vision que pour les insectes, pour les êtres vivants, saproxydophage, sapromort, xydophage, ça veut dire qu'ils mangent du bois mort. Quand on enlève le bois mort, on empêche ces êtres vivants de s'installer et habiter le lieu, ce qui dégrade la biodiversité. Donc c'est important d'avoir du bois mort dans les troncs morts d'arbres. On peut trouver des trous pour des chauves-souris ou des chouettes, ou des abeilles pour s'installer dans l'arbre. Donc c'est vachement important en fait. Donc, on ne parle pas de garder un arbre dangereux à côté de la maison, mais de prévoir de garder du bois mort dans l'écosystème pour sa valeur. Donc bien sûr on intègre des clairières comme on a évoqué tout à l'heure. C'est quelque chose proposé par Jeff Lawton, je crois. Ouais. Jeff Lawton qui est un pionnier dans les forêts-jardins. Il a une forêt-jardin en Australie et une autre en Jordanie, dans le désert là-bas, et c'est remarquable. Il a une forêt-jardin de 13 ans là-bas. Bref, donc il dit que ce qui serait vraiment tenable, ce serait 20-25% de la surface en clairière et le reste avec des arbres, pas forcément canopée fermée, mais avec des arbres présents. Donc j'allais parler des deux flèches rouges. Oui. Donc on voulait présenter sur cette courbe où se trouve l'agriculture de steppe que Delphine a présentée, c'est-à-dire la culture en champ et en pâture. Et puis où se trouve la culture sous forme de forêt-jardin diversifiée. Et donc on va voir sur les courbes où se trouve chaque mode d'agriculture. Et bien sûr, les plantes annuelles sont tout à fait intégrées dans le modèle forêt-jardin. Voilà, carrément. Ok, tu veux continuer? Vas-y. Ok, bon. Donc on va parler de création de sol et de fertilité. Donc dans les images, vous pouvez voir il y a une couche de brun clair qui augmente en épaisseur avec l'avancement de la succession écologique.
Et donc ici, cette courbe, c'est sans intervention de l'homme. C'est juste ce que fait la nature. Parce que donc, je comprends bien, quand on restaure un sol, quand on s'installe en maraîchage, quelque chose, on fait un apport de fertilité pour pouvoir avoir des grands rendements des plantes qu'on cultive en bonne santé. Mais cette courbe, c'est sans l'intervention de l'homme. Donc, il y a une accumulation de biomasse qui devient le sol. Donc, les plantes absorbent 94% de leur biomasse provient de l'atmosphère et puis 6% vient du sol. Donc, en fait, on est en train de créer le sol majoritairement avec beaucoup de matière qui vient de l'atmosphère. Donc en fait, il y a un apport de fertilité sans en importer d'ailleurs, grâce à la photosynthèse. Donc, cette matière organique est décomposée sur place et le plus il y a de plantes, le plus de biomasse, le plus de fertilité, le sol est plus fertile, plus de plantes, plus de biomasse, plus de fertilité et ça commence à lancer un processus, un emballement vers une abondance de fertilité. Donc, les racines de pas mal d'espèces issues de la roche-mère et créent de l'argile. Ensuite, il y a le réseau mycorhizien, donc ça veut dire les champignons. Mycorhiziens, c'est les champignons qui colonisent le sol et font en gros comme une sorte d'internet sous-sol, dans le sol, un réseau. Oui, voilà, un réseau. Et donc, via le réseau mycorhizien, il y a plusieurs choses qui sont transportées. Donc, il y a de l'eau, il y a des nutriments, il y a des molécules des plantes qui communiquent entre elles. Via le réseau mycorhizien, il y a des hormones. En plus, c'est un monde un peu invisible et qui était ignoré depuis très longtemps et on commence à découvrir des choses vachement remarquables de comment les plantes communiquent et se protègent. Et donc dans un lieu comme une forêt-jardin où le sol n'est pas travaillé, bien sûr, pas labouré, etc., en fait le réseau mycorhizien a vraiment toute sa place, il peut se déployer autant qu'il veut. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour les végétaux, pour la communication, la transmission d'eau, nutriments, etc. Quand on passe avec une charrue et on laboure la terre, en fait, on déchiquette ce réseau, on casse le réseau. Et quand on le fait tout le temps, ce réseau n'arrive pas à s'installer et on éradique les champignons de la parcelle. Et donc, plus un sol est riche en humus, donc plus il y a de matière organique dans ce sol, plus il retient l'eau, plus il retient la fertilité. Donc aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment avec les forêts-jardins, d'avoir cette rétention, cette éponge, en fait. On va voir plus tard. Oui, quand on crée de la terre et on augmente la fertilité, autant ne pas les perdre l'hiver prochain avec des épisodes saisonniers ou quelque chose. Donc, c'est critique de prévenir l'érosion hydrologique et éolienne. Donc, ça veut dire on maintient un couvre-sol vivant de préférence, sinon avec un paillage pour prévenir l'érosion hydrique. Et puis l'érosion éolienne, vous avez peut-être vu derrière les tracteurs dans les champs, il y a un nuage de poussière qui s'élève. C'est l'argile qui part. Donc c'est l'érosion éolienne, c'est la terre arable qui part. Et donc on entend des fois les cailloux remontent. C'est pas les cailloux qui remontent, c'est la terre qui s'en va. Et quand on continue à réduire la profondeur de terre, on se crée des galères. Mais franchement, je ne sais pas cultiver notre alimentation sur la terre, la roche nue. Donc il vaut mieux ne pas détruire nos sols. Donc il y a 3 phases de destruction d'un sol. Il y a d'abord la phase biologique, puis chimique, puis physique. Donc la première phase biologique, quand on met des engrais chimiques,
ça brûle la matière organique et donc ça prive la faune de leur alimentation. Ça fait chuter la population de la microfaune. Et puis, on tue les vers de terre. Si on utilise des pesticides, fongicides, tout ça, on éradique ces êtres vivants encore plus rapidement. Après cette destruction de la biologie du sol, ça enclenche la seconde phase de destruction, c'est chimique. Donc quand il n'y a plus cette vie, ces microbes du sol et des vers de terre qui remontent les minéraux, les nutriments à la surface de la terre, ça empêche ces nutriments d'être lessivés et partir dans les nappes. Mais maintenant qu'il n'y a plus de vie dans le sol, il n'y a plus personne pour les remonter en surface. Et le sol est lessivé et ces nutriments partent dans les nappes phréatiques et les polluent. Ça part aussi dans les ruisseaux, les rivières et dans la mer. Donc ça, c'est la seconde phase. Troisième phase, on arrive à la destruction physique. Donc, l'argile, pour créer, ça va devenir un tout petit peu technique. Donc, pour créer le complexe argilo-humique, il y a de l'argile qui est attachée à de l'humus avec du calcium. Mais quand on a lessivé le sol, il n'y a plus de calcium. On a brûlé l'humus et la matière organique dans la première étape de destruction. On a les argiles avec rien sur lequel les attacher. Donc, les argiles sont négatives et donc en suspension dans l'eau et donc soit l'érosion ou par lessivage, les particules d'argile partent. Et donc, on finit avec un désert. C'est la désertification. Et notre espèce, en 10 000 ans d'agriculture de steppe, a créé 2 milliards d'hectares de déserts. Ce n'est pas notre rôle écosystémique de créer des déserts, c'est de créer des écosystèmes climatiques. Voilà. Ouais. Donc oui, bon, les forêts jardins et de manière générale les forêts, la végétation dense stocke énormément de carbone, à la fois dans la végétation, donc le bois et le reste de la végétation, mais aussi dans le sol avec tout l'humus qui est créé, avec la chute des feuilles, des branches, etc. En fait, ça fait énormément de carbone qui est stocké dans le sol. Donc cultiver avec une végétation très dense et multistrate, ça va vraiment dans le sens qui nous intéresse aujourd'hui, de capter un maximum de CO2 et de stocker du carbone. Ouais, aussi le carbone est stocké via la vie dans le sol. Toute la vie qu'on trouve dans le sol en fait stocke du carbone dans leur corps, voilà. Donc plus c'est vivant, plus il y a de vivants, plus le carbone est stocké. Donc, sur la planète avant l'agriculture de steppe, il y avait environ 6 billions d'arbres. Donc, aujourd'hui, on compte 3 billions. On a réduit de moitié. Donc, ça fait beaucoup de carbone qui n'est plus stocké dans le vivant, dans le bois, dans la forêt. Un labour européen dégage 1 tonne de gaz carbonique à l'hectare. Donc, au lieu de stocker le carbone dans le sol et dans le vivant, on le dégage dans l'atmosphère. On n'a plus de marge de manœuvre pour continuer à dégager autant de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on propose un modèle qui capte plus de carbone que ce qui a été mis pour inverser cette tendance. Si tu veux, je peux. Vas-y. Ok, bon. La productivité alimentaire humaine. Donc, cette courbe représente des tendances. Parce que tout de suite, on peut trouver des contre-exemples. Mais le plus qu'on cultive en 3D, le plus la productivité par mètre carré ou mètre cube augmente. Donc,
D'ailleurs, ça ne va pas être forcément chaque plante qui va produire à son maximum. C'est la somme de ces plantes sur ce mètre carré ou sur cette surface. Ouais, merci. Ouais. Donc, on a quelques chiffres à droite comme exemple. Le blé, on récolte environ entre 5,3 et 6,9 tonnes à l'hectare. Le raisin de table, 8,7 tonnes par hectare. Avoine, 3,9 à 4 tonnes à l'hectare. Colza, 3 tonnes. Tournesol, 2,1 tonnes à l'hectare. Soja, 2,2. Fèves, 1,9 tonnes à l'hectare. Pommes de terre, c'est un exemple d'une culture très productive, entre 29 et 42 tonnes à l'hectare. Les cerises, 4,5 tonnes à l'hectare. Les prunes, 14,2 tonnes à l'hectare. Et le bœuf, c'est 0,4 tonnes à l'hectare pour que l'animal soit autonome en alimentation sans apport de l'extérieur. Donc, avec les données de Graham Bell, on trouve que les forêts jardins à 13 à 16 tonnes à l'hectare, c'est vraiment pas trop mal. Et quand on consomme les aliments directement nous-mêmes, au lieu de les donner beaucoup aux animaux d'élevage, ça fait qu'on peut réduire la surface cultivée. En France, 70% de la surface agricole est dédiée à l'élevage, alors que l'élevage fournit 13% de nos calories alimentaires. C'est pas beaucoup, c'est pas hyper efficace. On peut aller beaucoup plus loin, avoir beaucoup plus d'efficacité et laisser beaucoup plus de surface au reste du vivant. Je passe. Donc la résilience face au changement climatique, c'est vraiment très intéressant en fait d'être dans une démarche où on va stocker énormément d'eau sur place, aussi augmenter la fertilité sans être dépendant du pétrole, et puis oui, aussi que les végétaux soient protégés du vent, du soleil brûlant. C'est vraiment très intéressant en fait quand on fait un système en 3D pour résister aux sécheresses qu'on rencontre, d'avoir cette mi-ombre, donc d'insérer des végétaux, des espèces partenaires par exemple. Ici on peut utiliser du robinier ou du mimosa ou d'autres espèces qui sont très résistantes au soleil, qui s'adaptent en fait quand le soleil est très fort. Les folioles, ils remontent leurs feuilles comme ça et du coup en fait ils sont beaucoup moins touchés par le soleil et ça leur permet d'être beaucoup plus résistants que par exemple un pommier qui va rester avec ses feuilles sans les bouger. Et voilà, puis aussi c'est vraiment leur biotope à ces espèces-là d'être des arbres pionniers. Donc en fait ce sont les arbres qui s'installent sur une parcelle qui est très ensoleillée. Donc comme on parlait tout à l'heure de la succession écologique, en fait quand par exemple si on est sur une prairie, et ben ensuite qu'est-ce qui va se passer si on fait rien et on laisse la nature faire? Ben en fait il va y avoir peut-être des ronces ou des genêts ou d'autres végétaux qui vont verticaliser la zone. Et en fait, les ronces, par exemple, elles sont là pour installer la forêt. Elles s'allient vraiment avec les bactéries et les mycorhizes, etc., pour aider les jeunes arbres fruitiers et autres les arbres à s'installer. Et en fait, ce qui se passe après, quand par exemple une zone est colonisée par les ronces, c'est que les jeunes arbres pionniers, donc qui supportent de pousser en plein soleil quand ils sont jeunes, et toute leur vie, mais aussi quand ils sont jeunes, vont germer sous les ronces, traverser les ronces, faire de l'ombre aux ronces, et du coup les ronces en fait ce sera plus leur biotope d'être à l'ombre. Donc elles vont réduire vraiment leur présence et du coup en fait après on aura une forêt pionnière avec ces végétaux, ces arbres de la forêt pionnière qui donc étaient résistants au soleil quand ils étaient jeunes. Et ensuite les arbres de la forêt secondaire, beaucoup de fruitiers qu'on connaît, beaucoup d'arbres viennent de la forêt secondaire qui est une forêt plus diversifiée et qui poussent à l'ombre, à mi-ombre quand ils sont jeunes et qui ensuite vont succéder à la forêt pionnière et être vraiment, du coup là, elles vont devenir la canopée. Voilà. Donc quand dans une forêt jardin on installe des arbres pionniers comme espèces partenaires, ben en fait ça permet de faire de la mi-ombre aux fruitiers et donc du coup de leur permettre que quand on vit des périodes de sécheresse en été, ben, ce soit moins rude.
qu'ils n'aient pas 8, 10, 8, 9, 10 heures de soleil, mais plutôt que peut-être 5 ou 4 ou 3 ou même moins, ça dépend de l'ombre qu'on veut. Et on peut vraiment doser l'ombre, c'est-à-dire qu'en fait on utilise ces espèces partenaires comme des parasols vivants. Donc on coupe leurs branches, on sélectionne exactement l'ombre qu'on veut ou le soleil clairsemé qu'on veut, et ça nous permet de mieux passer les périodes de sécheresse. Aussi, le fait d'avoir une végétation en 3D, ça permet de restaurer un certain nombre de cycles hydrologiques. Donc, il y a un super document que vous verrez sur notre page ressources qui décrit ces cycles hydrologiques. Mais pour en citer quelques-uns, notamment par exemple le cycle de la condensation. Donc en fait, quand on a une végétation multistrate, eh bien la température des feuilles de la canopée est bien plus élevée que la température des feuilles du sous-bois. Et cet écart de température va permettre à l'eau transpirée par les arbres de la canopée, une partie, 50%, de venir se condenser sur les feuilles des sous-bois. Et du coup, en fait, une fois que ça condense sur les feuilles des sous-bois, par exemple sur le lierre, d'autres plantes aussi, mais après, le lierre, il va pouvoir absorber cette eau, il va la descendre dans ses racines, et il va la redistribuer à travers le réseau mycorhizien aux autres végétaux. Donc en fait, vu qu'il y a 50% de l'eau transpirée par les grands arbres qui revient dans le système grâce au lierre, eh bien, ça permet si imaginons il y aurait eu 100 mm de pluie à un endroit donné, s'il y a 50% qui est réenvoyé dans le système via la condensation, et puis de nouveau 50%, et puis comme ça 50, 50, 50, en fait, quand on additionne tout à la fin, on se retrouve à comme s'il y avait eu 200 mm de pluie dans cette zone, alors qu'il n'y avait réellement que 100. Mais ça, c'est possible quand on est en multistrate, pas quand on a juste une monostrate, parce que là, on aura toutes les feuilles au même niveau, à la même température, et on n'aura pas assez de condensation. Vas-y. Ok, je pensais on peut toucher sur les détails un peu plus des cycles hydrologiques sur ces diapos. Donc, voilà. En parlant de ça, donc la capacité à attirer et déclencher la pluie, c'est quelque chose de relativement récent, et l'INRAE aujourd'hui travaille dessus, parmi plein de chercheurs et scientifiques. Mais on commence à comprendre en fait que la végétation dense et les arbres, les forêts, attirent la pluie et déclenchent la pluie. Donc attirer la pluie, c'est via un phénomène de condensation qui ôte de la matière de l'atmosphère. Donc l'atmosphère pèse moins, ça se fait une dépression atmosphérique, ce qui attire des zones de haute pression atmosphérique qui sont plus chargées en eau vers la zone où il y avait la dépression. Ça amène de l'air plus humide. Puis en plus, il y a les végétaux dégagent des COV, des petites molécules qui montent dans l'atmosphère et servent de noyau de condensation pour la vapeur dans l'atmosphère. Ça crée des gouttes qui sont trop lourdes pour rester en suspension et ça tombe, ça s'appelle la pluie. Il y a aussi des bactéries qui vivent sur les feuilles de la végétation, qui sont tellement légères, un coup de vent les enlève et remonte dans l'atmosphère. Et donc, de nouveau, ces bactéries servent de noyau de condensation. Il y a d'autres noyaux de condensation, par exemple la poussière, même la pollution. Mais disons, il y a ces sources biologiques, même les cendres, des choses comme ça peuvent être des noyaux de condensation. Mais les bactéries et aussi des spores de certains champignons peuvent déclencher, ils facilitent le fait que la vapeur de l'atmosphère gèle sur le noyau de condensation, et ça c'est le début de la goutte de pluie, et puis il y a de plus en plus de très petites gouttes qui s'agglomèrent et deviennent une goutte trop lourde et qui finit par tomber.
Ouais, voilà, donc l'INRAE travaille dessus. Cindy Morris est une pionnière dans ce domaine. Elle travaille à Avignon. Et donc, il y a pas mal de découvertes vraiment fascinantes. Donc, en fait, quand ces bactéries sont envoyées dans l'atmosphère, servent de noyau de condensation, et puis la pluie tombe, ces bactéries tombent sur la végétation, et ces bactéries se multiplient une fois qu'ils tombent sur la végétation de nouveau, ce qui crée des microbes, et donc ça, de nouveau, il y a un emballement. La vie crée un lieu de plus en plus propice pour la vie. Ouais. Et donc en fait, ce phénomène d'attirer la pluie avec les zones de dépression au-dessus de la forêt, en fait, ça permet d'avoir des vents qui viennent des océans et qui vont vers l'intérieur des continents. Et quand on inverse ces vents, bah, on peut créer des zones désertiques. Voilà. Ouais. J'avais un truc à dire, mais c'est voilà. Oh oui, bon, c'est un détail, mais donc ça s'appelle ce que j'ai décrit la bioprécipitation, et donc ces bactéries et spores de champignons condensent des noyaux de pluie à une plus basse altitude que les autres noyaux de condensation qui sont plus hauts dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que des nuages plus bas qui ne sont pas assez froids pour déclencher la pluie peuvent être des sources de pluie grâce à ces microbes. Ouais, voilà. Donc juste il reste 10 minutes. 10 minutes, ok, bon, on va avancer un peu plus vite. Que pour avoir un peu de temps pour la séance question-réponse. Ouais, ça marche. Ok, donc on va aller un peu plus vite. Donc création d'eau nouvelle, c'est un sujet passionnant. Voici la source, Jean-Luc Galabert. C'est un document de 124 pages qui décrit en détail les cycles hydrologiques et aussi la création d'eau nouvelle. Dans le passé, on pensait comprendre collectivement la photosynthèse, et en fait, on ne comprenait pas complètement le processus. Il y a une création d'eau nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des atomes qui sont rassemblés pour créer de nouvelles molécules d'eau qui commencent à circuler dans le système aussi lors de la décomposition. Donc, il y a une création d'eau nouvelle. Et c'est majeur de comprendre, vu comment on commence à manquer d'eau. On a déjà parlé de ça. Sujet, ouais. Ouais, on a déjà parlé. Hop. Et donc, la capacité de rétention d'eau dans le sol. Donc, dans un champ, on peut stocker 200 mètres cubes à l'hectare d'eau. Dans une forêt, avec un sol avec un taux de matière organique de 4%, on peut stocker 1600 mètres cubes à l'hectare. Donc, les forêts font leurs propres réserves d'eau, et c'est pour ça qu'elles sont tellement résilientes pendant les sécheresses. Il y a aussi une forte résistance à l'érosion parce qu'il y a un couvre-sol vivant ou paillage les gouttes tombent sur la végétation et le paillage n'est pas directement sur le sol. Le sol est décompacté, donc l'infiltration de l'eau se fait sans érosion, et il y a une canopée qui ralentit la chute des gouttes lors des précipitations violentes. Donc en gros, on arrête l'érosion. La nature prévoit qu'il n'y a pas d'érosion, et c'est à nous d'œuvrer avec le reste du vivant. Ok. Ok, oui, parfait. Donc, quand on augmente la biodiversité d'un lieu, il y a de plus en plus d'êtres vivants qui occupent le même rôle écosystémique. Donc, on parle de pollinisateurs ou disperseurs de graines, comme notre espèce. Les fertilisateurs, les producteurs d'alimentation, les consommateurs, butineurs, cueilleurs, prédateurs, charognards, décomposeurs, et aussi ceux qui distribuent, beaucoup de la vie distribuent la fertilité. Donc il y a ces rôles qui sont joués dans l'écosystème, et quand on a plus d'espèces qui jouent le même rôle, s'il y a quelque chose qui arrive à une espèce, le mécanisme n'est pas cassé, le mécanisme et la fonction est assurée par les autres espèces dans le même rôle.
Vas-y, parce que je continue, ok, ça marche. Bon, je vais continuer quelques diapos. Donc, en conclusion, avec un mode d'agriculture basé sur les forêts nourricières et le mélange de biotopes qu'on a développé tout à l'heure, on peut réconcilier l'agriculture et l'écologie. Chaque problème causé par l'agriculture peut être résolu en changeant de mode d'agriculture. Notre espèce peut prendre son rôle écosystémique bénéfique et devenir un atout à l'écosystème. L'écosystème peut se porter mieux grâce à notre présence quand on joue notre rôle écosystémique bénéfique. Peut-être je vais sauter de relire les impacts positifs. Et donc, voilà, vous avez notre site internet. Mais bon, je vous propose une petite histoire qui est une petite promenade en fait dans le monde qu'on pourrait créer. Donc je vous propose de fermer les yeux et de visualiser un instant une France resplendissante de forêt. Vous sortez de chez vous et vous vous trouvez dans un paysage comestible, étagé, luxuriant, coloré, mimétique à la structure d'un jeune bois plus ou moins clairsemé, avec des clairières, des zones ombragées et ensoleillées. Les végétaux qui vous entourent sont nourriciers. Arbres, arbustes, buissons, plantes grimpantes, herbacées, couvre-sol et tubercules. Quelle sécurité alimentaire! Quelle beauté! Vous sentez une délicieuse odeur de vanille sucrée. Ce sont les chalets d'ébène qui sont en fleurs. Vous parcourez une vingtaine de mètres pour voir où en est le mûrissement des azimines, les mangues d'Europe, qui semblaient presque mûres hier. Puis vous passez devant un figuier et ne pouvez résister à l'envie de cueillir quelques figues noires au goût intensément sucré. Sur les branches du figuier, vous remarquez les dernières grappes de raisin prêtes à récolter. Les premières azimines ne sont pas encore mûres, mais ce sera probablement pour demain ou après-demain. En continuant votre promenade, vous remarquez que les glycines tubéreuses sont prêtes à récolter. Vous reviendrez tout à l'heure avec votre panier et en ferez une poêlée ce soir. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres dans la forêt nourricière qui se trouve à proximité de votre éco-hameau, vous voilà maintenant dans la forêt naturelle, la nouvelle forêt primaire européenne qui couvre le territoire français entre les forêts-jardins situés autour des communes, où s'y déploient des arbres majestueux âgés de plusieurs centaines à milliers d'années. Vous entendez des bruits de végétation à proximité du cours d'eau. Vous vous approchez. Ce sont des chevaux sauvages qui sont venus boire. La biodiversité est à son maximum. Le climat s'est stabilisé. Votre vie est pleine de sens. Vous vous sentez unifié, vivant, serein par rapport au futur, centré, en harmonie, paisible et heureux. Plantons tous ensemble des forêts nourricières, soyons le changement que nous aimerions voir dans le monde, créons l'abondance, la beauté et la joie. Voici nos coordonnées si vous voulez entrer en contact avec nous. On a une page ressources qui détaille la très grande majorité des sources qu'on a citées dans cette présentation. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Cette histoire était superbe. Je veux être dans cette histoire et emmener tous ceux qui sont là. Voilà. Et oui, allez voir la forêt jardinier à Saint-Étienne-d'Avallon, parce que c'est vraiment magnifique. C'est un très bel endroit et qui va s'expandre en plus. Et puis on va travailler ensemble, je pense. Voilà.